Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue parmi nous. Je suis très heureux et ravi de vous retrouver à partir des studios du 21 boulevard des Martyrs. Je vous transmets fidèlement, bien sûr, les salutations de toute l'équipe du Studio 7 qui nous porte et bien évidemment, vous avez les salutations du maestro Nabil Tribesh qui réalise notre émission. Bien sûr, ce vendredi soir, c'est une soirée de célébration, puisqu'aujourd'hui on est le 24 février. L'Algérie célèbre le 52e anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures, mais aussi de la création de l'UGTA, l'Union Générale des Travailleurs Algériens. Une date qui nous renvoie, bien sûr, au sacrifice du peuple algérien pour la concrétisation des aspirations de la révolution de novembre 1954. Nous allons rester dans cette thématique, nous allons rester dans ce domaine lié à notre histoire, à travers l'histoire du cinéma algérien, un cinéma qui est né dans les maquis, un cinéma engagé, mais aussi un cinéma porté par des femmes et des hommes engagés. Des noms comme celui de Chanderly, de Moussaoui, de Pierre Clément, de Chollet, de Hamina, de Rajdi ou bien de Lobodovitch et de Cécile de Cugis, de Youssef Sahraoui, du martyr Ali Djennaoui. Ce sont des noms qui symbolisent le dévouement, des noms qui symbolisent aussi leur amour pour la patrie, mais aussi ce sont des noms qui ont choisi la caméra comme arme pour dénoncer l'injustice et l'arbitraire et les exactions commises par la France coloniale contre le peuple algérien avec des films comme Les Fusils de la Liberté, Jazairuna, Yasmina et bien d'autres œuvres qui ont sillonné le monde et qui ont bien sûr participé à la sensibilisation mais aussi au rayonnement de la révolution algérienne à l'international. Ce soir, nous vous avons choisi un documentaire exceptionnel. Il est précieux car il dispose de témoignages importants de celles et ceux qui ont été dans cette grande aventure de l'histoire du cinéma algérien. Il s'intitule Les cinéastes de la liberté. Il est réalisé par un autre homme passionné, quelqu'un qui adore le cinéma, mais qui adore avant tout et qui aime avant tout l'Algérie et son peuple. Il s'appelle Saïd Mehdaoui. Je vais demander tout simplement à notre ami Hassiba Hasnaoui de nous donner un extrait ou de nous envoyer un extrait de ce documentaire incroyable que vous allez découvrir ce soir avec nous, ce vendredi exceptionnel. Encore une fois, il s'agit d'une célébration nationale. On regarde et on revient juste après. Ne pleurez pas, votre père viendra. C'est à la joie que je chante. Mes larmes ne coulent pas. Je sais bien que mon père viendra. Il est là, mon père. Je veux le garder. Il est à moi et partout où il est, c'est chez moi. Quand on parle cinéaste, c'est au sens large du terme. En fait, c'était tous des reporters, des photographes ou bien des reporters caméramans. Mais au fur et à mesure, ils ont joué le rôle d'authentiques et de véritables promoteurs du cinéma algérien dès le début. Plus l'ennemi s'y perdra, malgré ses milliers d'hommes de guerre, ses innombrables canons, ses chars lourds et toute sa technique qui ne tient pas devant l'imagination de tout un peuple, d'un peuple qui apprend toujours plus en marchant. Mais nous ne sommes pas seuls. C'est tout le peuple qui marche maintenant avec nous. Nous sommes chez nous et nous marchons vers l'avenir que nous construisons. Ça n'a pas de prix. Aucun d'entre nous n'a jamais pensé mesurer ces jours. Notre heure est celle que nous ferons sonner nous-mêmes ensemble. Le cinéma reste encore pour nous un impératif, pour le dire, parce que ce qu'on a fait par rapport à l'importance historique de la guerre de libération nationale. Si on voit l'histoire de l'Algérie, la guerre de libération nationale occupe une place, une guerre de 8 ans, elle occupe une place très importante. J'estime qu'on n'a pas suffisamment fait pour être à la hauteur de ce qui s'est passé en Algérie. Et c'est pour cela que 50 ans après, le devoir s'impose de faire quelque chose sur cette guerre de libération.
Et bien sûr, nous allons retrouver d'autres témoignages comme celui d'Ahmed Rajdi, Ahmed Bejaoui, il y aura aussi René Vautier, Clément Chollet, il y aura plein de personnes. Il y aura Lemine Merbah. Moi, je vous dis, c'est un documentaire, encore une fois, très utile, important, mais à suivre et à voir absolument ce soir, cette soirée de célébration que vit l'Algérie le 24, bien sûr, février 1971, il y a eu la nationalisation des hydrocarbures, puis aussi il y a eu cette date de la création de l'UJTA, mais bien avant, il y a eu la nationalisation de la culture, le théâtre algérien, la première institution qui a été nationalisée par notre pays pour dire que la culture et le savoir ont été bien évidemment les principes et le cheval de bataille des dirigeants algériens pour continuer cette grande marche du peuple algérien dans son développement et puis dans la construction et de la reconstruction de tout ce qui a été détruit. Nous allons le voir dans ce documentaire par le colonisateur français. Et puis peut-être on peut dire que dans l'extrait que nous venons d'entendre ou d'écouter, on venait de voir bien sûr les fusils de la liberté, la voix de Jacques Chardin. Nous allons en parler avec notre invité Saïd Mehdaoui qui a répondu présent à notre invitation. C'est bien sûr un habitué de l'émission ciné-thématique 21 Boulevard des Martyrs. Vous êtes l'enfant de la boîte aussi, Saïd. Bonsoir. Bonsoir Amir, et je te remercie pour cette invitation. Et bien sûr, on salue tous nos téléspectateurs. Oui. Et j'ai une pensée là en voyant ces extraits à tous ceux qui nous ont quittés et qui ont été d'une importance capitale pour la construction de ce documentaire. Oui. Donc je viens de voir M. Reda Malek, Ammar Askari, Pierre Chaudet justement, Claudine, sa femme. Il y a plein. Il y a donc M. Bchichi, Allah yarhamou Fatami. Donc, Lamine. Non, Lamine Bchichi. Lamine Bchichi, oui. Lamine Bchichi. Lamine Merbah, Rabbi Taoul fi Amro, il est encore parmi nous, bien sûr. Il est bien, j'ai vu ses nouvelles. Donc voilà, j'ai une pensée pour eux quand même. Et j'ai beaucoup de. C'est un peu plus. Ben Saleh, qu'on salue aussi, qui est à Oran. Oui. Hein? Il y a Tazarout aussi. Tazarout Ablik. Elle nous a quittés aussi. Enfin, il y a quand même sur les 13 ou 14 personnalités qu'on avait interviewées, fait réagir, etc. Une bonne partie n'est plus de ce monde. Alors, vous me tendez justement la perche parce que. J'allais dire que Barks, c'est des personnalités envers qui j'ai beaucoup de respect, beaucoup d'admiration. Voilà. C'est le mot. Saïd Mehdaoui, moi vous m'avez tendu la perche parce que je devais commencer avec une question. Est-ce que aujourd'hui, en 2023, quand vous voyez ces extraits que nous sommes en train de diffuser, bien évidemment les téléspectateurs vont regarder avec nous ce documentaire, ces moments incroyables, ça dure 1 heure. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes conscient, est-ce que vous vous dites, finalement, j'ai eu la chance d'approcher ces personnes qui ont fait l'histoire d'un cinéma, l'histoire du cinéma algérien, et est-ce que vous êtes encore plus conscient de l'utilité et de l'importance de votre travail quant à ces témoignages collectés, ces témoignages immortalisés pour la mémoire d'un pays, la mémoire d'une nation? Écoutez, Amir, pour ma part, j'ai toujours eu j'ai toujours cru dans cette idée et ce principe que la mémoire, c'est à nous de la revisiter, de la réanimer. C'est à nous, je veux dire, tout le monde, les gens d'ici. Et c'est dans notre intérêt, l'intérêt de notre pérennité en tant que nation, en tant que peuple. Donc la conscience, je l'ai toujours eue. Maintenant, l'occasion d'en faire, l'occasion de participer dans cet effort que beaucoup d'intellectuels font aussi. Et donc l'opportunité d'en faire un documentaire, c'est venu en 2009. Moi, j'aurais aimé faire beaucoup plus avant et beaucoup plus après aussi. Donc, mais par rapport à votre question, c'est plutôt
Moi, ce que je visais, M. Saïd Madawi, je visais la rareté de ces témoignages, parce que ce sont des personnes quand même qui sont âgées. La majorité était malade. Hein, à cette époque-là, à ce moment-là, oui. monsieur, par exemple, Reda Malek, au départ, c'était pratiquement pas possible de le faire parler, réagir, oui. Parce qu'il était en pleine consultation, enfin, il était un peu fatigué. Et on a eu l'opportunité. C'est ça, c'est une chance. Oui. C'est qu'il s'est rétabli à un moment donné, et c'est avec sa femme qu'on parlait, même pas avec lui. Oui. Je ne sais pas. Et là, il a eu un bon moment. Il s'était rétabli. Il était très content de nous recevoir. Il était très. Après, bien sûr, avant de filmer, on a bien discuté avec lui. C'est une personne extraordinaire, M. Reda Malek. Oui. Et après, il était très disponible pour faire l'enregistrement. Et il nous a réservé pendant toute une journée. On a travaillé avec lui. Hein. Il était disponible. Très disponible. Monsieur Béchissi, c'est pareil. Oui. Ils étaient en forme. Moi, le seul. Il y avait Vautier qui était très malade à l'époque. Et il avait beaucoup de rendez-vous médicaux. Et il ne pouvait pas se permettre, parce qu'au départ, on voulait l'inviter en Algérie. Alors, c'est une anecdote parce que, à l'époque, vous aviez dû puiser dans vos idées, trouver comment faire parler, faire réagir Vautier à partir, bien sûr, de son domicile. Oui, on l'a fait quand même. Mais on l'a fait. Oui, mais vous l'avez fait, mais comment? Racontez-nous l'histoire. Comment ça a été Non, parce qu'au départ, on devait avoir un visa pour 2 personnes. On allait partir. Slamy, c'est ça? Non, c'était pour le visa, parce que Slamy, c'est pour les papiers. On a un autre cadreur. Mais juste pour aller ramasser les. Parce qu'ils ne pouvaient pas venir, parce qu'au départ, la première idée, c'était qu'ils viennent et qu'on le filme à la cinémathèque et on ramasse les gens qu'il aime, etc. Donc c'était une autre. C'est-à-dire d'une pierre deux coups. Lui rendre hommage par rapport à son parcours. Mais en tout cas, le connaissant, parce que je le connaissais quand même un peu, lui, il aimait toujours venir à Alger. Hein. Il est plus algérien que moi. C'est clair. Il connaît toutes les rues d'Alger. Je crois que c'est la seule fois où j'ai sillonné toutes les rues d'Alger, c'était avec lui, c'était avec M. Vautier. Et bon, alors, on pouvait pas faire ça. Le visa, c'était pas possible. On n'avait pas beaucoup de temps, avec quelques démarches, en leur disant que ce n'est que pour 3 jours. Hein. Et au dernier moment, ça ne marchait pas. Et après, on est passé à un système D. C'est d'abord un correspondant, un ami français, un jeune cinéaste, donc qui nous a fait le travail, mais avec les schémas de lumière de Slamy, avec Skype, on correspondait. Bien sûr, le choix du cadre qui correspondait un peu il y a une harmonie. Pour qu'il y ait une harmonie, ce n'est pas que des interviews. Dans le travail. Il y a beaucoup d'applications, on va dire. Saïd, moi je sais qu'en vous présentant, je disais Saïd le passionné. Saïd le réalisateur. Non mais c'est vrai ce que je dis, parce que Saïd, vous avez grandi avec le cinéma dans l'art. Et il y a un endroit à la rue Ben Mehdi qui s'appelle la Cinémathèque d'Alger. Ce cœur battant de la culture en plein cœur de la capitale algérienne, c'est normal, et qui était un endroit et qui restera, j'espère, de toute manière, on est tous là pour soutenir cette action de la culture et du savoir, qui était quand même le pôle où bien sûr, gravitaient tous les grands cinéastes du monde, tous les grands cadreurs du monde, tous les grands scénaristes du monde. Il y avait des débats, il y avait... tous les grands cinéphiles du monde. Et cinéphiles surtout, parce que vous êtes quelqu'un qui défendait la culture du théâtre qui venait... oui, s'imprégner, bien sûr. Vous défendez le ciné-club, et vous me dites une fois, Amir, aujourd'hui, il y a la technologie, mais c'est une technologie d'isolement. Ça veut dire que partir au cinéma, ce n'est pas être juste dans une salle, mais c'est justement pour échanger avec les gens, parler, et de cette manière-là, pouvoir connaître ces belles histoires comme celle du cinéma algérien. C'est un art de partage. Le cinéma, ça se voit dans une salle, en communion. Donc il y a plein d'éléments qu'on retrouve dans la salle de cinéma. D'autres un peu plus dans un ciné-club que dans une salle purement commerciale, qui font que cet art a sa particularité. Maintenant, avec l'évolution des choses, moi, c'est un ressenti. Donc, on ne retrouve pas tellement... et je pense que les jeunes qui arrivent dans le cinéma, et ils ont sûrement leur passion, mais
pense qu'il y a une différence par rapport à notre éveil. Parce que l'endroit que vous citez, la salle de la cinémathèque, c'est un endroit d'éveil artistique, d'éveil de sensibilité. On a grandi dans cet endroit, on se l'est approprié parce qu'on était des habitués. Mais moi, là, il y a une employée de la cinémathèque que tout le monde connaît, Khadra. Khadra, pour moi, c'est une tata, c'est pas une employée de la cinémathèque. C'est un membre de la famille. Je l'appelle tata jusqu'à présent. Et elle se comportait comme moi, comme une tata, quand j'étais très jeune. Et après, on a gardé cette relation. Jafar aussi, Amir Rachid. C'est un lieu d'éducation. C'est un lieu d'éducation, vous dites, c'est un lieu de bienveillance et d'éveil. Et c'est là où on pouvait canaliser, bien sûr, des passions, canaliser des aspirations et des inspirations, parce que ça vous a mené vers la réalisation. Mais quand même, c'est deux démarches différentes, hein, je reconnais. Mais dans le ciné-club, dans la salle de cinéma, moi j'ai pris la conscience d'un film, c'est-à-dire être conscient de l'acte artistique. Donc quand je suis parti faire le cinéma amateur à 21 ans, 22 ans, etc., j'avais peut-être un peu plus de conscience ou d'appréhension par rapport aux autres qui venaient, voulaient faire leur film, point barre. Moi, je savais qu'un film produit va être vu par des gens, débattu par des gens. Donc, je ne prenais pas les gens pour des petits. J'avais énormément de trac, d'appréhension. Donc, j'essaye de faire le mieux possible pour au moins être satisfait de mon travail et après pouvoir le présenter. Alors l'idée, elle est c'est quand même une école. C'est une école. Mais vous travaillez sur les cinéastes de la liberté. D'abord, moi je trouve que l'histoire de la naissance du cinéma algérien mérite un film déjà, mérite un grand film sur cette belle aventure, d'abord humaine, parce que je vous le disais avant de commencer l'émission, en parlant justement des préoccupations et de l'intérêt que porte le président de la République sur le secteur du cinéma, et vous me dites, on se dit, l'histoire du cinéma algérien n'est pas une histoire commune dans le monde, c'est une histoire singulière, particulière. C'est rare où un cinéma ait cette magnifique histoire liée à une très belle et l'une des plus importantes et uniques révolutions dans le monde. Et l'un des aspects qui est un peu, j'allais dire, touchant et assez humain, ce sont ces personnes, parfois d'origine autre que l'Algérie, qui viennent pour d'autres travaux, et en voyant la souffrance du peuple algérien, en voyant la misère dont vivait le peuple algérien, notamment par rapport à ce beau film de Yasmina qui a complètement sensibilisé les personnes au niveau de l'ONU, comme Cécile de Cugis. Elle abandonne un film de commande et elle se retrouve condamnée à 2 ans de prison par l'administration française, par exemple. C'est ça qui vous a attiré le plus? C'est cette histoire qui... C'est-à-dire, ce que vous racontez là, il est dans le produit global. Avant ça, moi, dans le documentaire, il y a quand même, je crois, 14 minutes, vraiment beaucoup de temps, où je parle de la déstructuration de la culture algérienne. Déstructuration, et ça c'est important aussi, de la personnalité algérienne. Et ça a commencé en 1830. Par le colonisateur, moyennant l'image et le son. Mais le temps du film commence en 1830, le temps du film, le temps filmique. Et il se termine en 62. Donc c'est ça l'histoire. Il y a une chronologie. Bien sûr, c'est linéaire, c'est sur le fil historique. Après cette destruction, il y a le cinéma qui arrive entre-temps. Et on commençait à faire des films en dehors de l'Algérien. L'Algérien qui était dominé, qui était indigéné, etc. Indigéné, ça se dit, je ne sais pas. Oui, en tout cas, ça sonne bien. Il était, altéré, écrasé. Il y a subissé le code de l'indigène. Bien sûr. Et après, quand il y a eu cette révolution, qui est venue un certain novembre 54, et pratiquement une année et demie après, ou même pas 2 ans, ceux qui faisaient la révolution, donc les révolutionnaires, à partir de leur cadre, leurs dirigeants, quand ils se sont posés pour faire une organisation, le congrès de la Soumane, bien sûr qu'ils ont parlé des choses militaires, diplomatiques et tout ce qu'on veut, mais eux, ils ont pensé à ce moment-là
et c'est écrit noir sur blanc, sur la charte de la Soumam, le développement d'un secteur, l'information et le cinéma. Oui. Ça, c'est particulier. Ça, c'est Inédit. singulier, inédit À et l'Algérie, à impensable son à ce histoire avec moment-là. la Révolution et À le ce cinéma. moment-là, à cet instant-là, on est le 20 août 56. Tu te dis, ils étaient en avance sur leur temps. Ce sont des avant-gardistes. Exactement, mais en avance sur leur temps. Eux, ils étaient conscients que l'armée française coloniale de cette époque-là commençait à faire ce qu'on appelle le cinéma des armées. Et à projeter dans les douars, dans les villes, dans les quartiers, des films. Un cinéma de propagande Oui. du colonisateur. Oui. Mais le problème, c'est qu'il n'y avait pas de cinéma à l'époque. C'est-à-dire, un public est déjà énervé en voyant un écran et des gens qui bougent. Pour eux, c'est la première fois qu'ils voient des images animées et ils s'avère que c'est des films faits par l'armée française. Et donc, tu peux vendre ce que tu veux dans ce genre de conditions. Donc, avoir cette conscience de contrecarrer cette ce arme fatale, projet, j'allais dire. c'est comme si tu peux faire le parallèle. Hein, c'est faire Bunduqiya, tu vas combattre. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est gagner une bataille. C'était livrer une bataille sur le terrain est égal à gagner une bataille, bien sûr, médiatique. Oui, mais via les supports télévisuels et cinématographiques. C'est la bataille de l'image. Ouais. Ils ont été conscients. Ils savaient qu'ils n'avaient pas les moyens. Ils ne peuvent pas se comparer. C'était disproportionné comme moyen, comme outil, etc. Mais ils avaient l'idée. Et comme notre cause était juste, c'est là où ce qui me fait réagir, c'est mon ressort à moi. C'est parce que la cause de l'indépendance de l'Algérie était une cause juste, était une cause noble. Les gens qui se sont inscrits dans ce sillage, ce n'est pas des moudjahidines, non. C'est des gens qui avaient déjà, qui connaissaient, qui avaient la maîtrise un peu de cet outil et qui se sont engagés d'eux-mêmes. Et totalement. Tu viens de citer Cécile de Cugis, une personne que je n'ai pas pu la rencontrer, mais j'en ai beaucoup travaillé sur elle. Mais elle arrivait devant les camps des réfugiés, en regardant ces réfugiés, c'est d'après ce que j'ai lu, et c'est ça, je crois, l'essence de l'histoire. Mais elle vient pour un autre film. Oui, elle est venue avec Vautier. Elle et Clément sont venus avec Vautier en Tunisie pour faire un film au ministère du tourisme tunisien. Ils sont venus comme ça en Tunisie. Mais elle, bien sûr, c'était aussi des militants de gauche, indépendants. Enfin, Vautier était déjà préparé, ça était plus âgé qu'eux. Mais Cécile a eu une démarche, elle était comme aspirée par ce qui se passait. Par le drame, oui, c'est dramatique. Mais les gens non réfugiés qui ont quitté leur village et se retrouvaient en Tunisie, c'était pas dans les meilleures conditions quand même de vie, bien qu'ils aient été aidés certainement. Et elle, elle a directement, elle a pris la caméra, elle est partie elle a fait un film. D'ailleurs, le film on le retrouve pas. Le film a été d'après ce que j'ai lu. Et il a été pris par la police française et je crois qu'il a été cramé. Parce qu'il a été pris dans la cellule de montage. Donc, avant, c'était après développement, etc. Et pour ça, elle a pris 2 ans. 2 ans. Elle va être condamnée 2 ans. par l'administration française, Cécile de Cugis, pour son engagement pour la cause algérienne. Elle a pris 2 ans. Il y a un autre, M. Clément, Pierre Clément. Et lui, il a été pris en plein bataille aussi. Il était après un accrochage. Oui. Et lui, il a été aussi condamné, emprisonné, et il a été libéré après les accords d'Évian. Donc, c'est des gens quand même. Leur engagement, il est extraordinaire. Je dirais, il n'y a pas de doute. C'est un engagement extraordinaire. Il y a une image que vous présentez aussi. Vous me dites, Amir, c'est l'image qui mérite d'être enseignée dans toutes les écoles. Être à la disposition et à la disponibilité de tous nos étudiants dans les universités, dans les lycées, c'est celle d'un nom, un monsieur qui s'appelle Ali Djenaoui, qui a fait l'IDEC,
Donc quelqu'un de très diplômé. Voilà. D'après ce qu'on a trouvé dans les textes. Ouais. Donc quelqu'un qui a vraiment avancé dans les études. Il est venu diplômé. Il n'avait rien à envier aux autres Européens qui travaillaient pour la radio et télévision française. Il était déjà engagé. Voilà. Il avait un salaire, il avait un statut, il était respecté. Mais son acte avec des compagnons à lui. Je crois qu'ils étaient 9. Ouais. 9. Mais lui était réalisateur. Il était réalisateur. Il y avait des techniciens, il y avait des cadreurs, des électriciens, des ingé-sons. Alors lui, il a cette conscience, bien sûr, de vouloir participer, mais d'une manière directe à la révolution algérienne. Il prend du matériel, de l'audiovisuel, son image. Oui, il vole ce matériel. Enfin, avec son groupe. Il part avec son groupe. Dans ce groupe, le seul qui va être rescapé des batailles du maquis, c'est le jeune stagiaire. C'est aussi le jeune stagiaire. Et Sahraoui aussi. Youssef Sahraoui. Alors Youssef Sahraoui revient. Ali Djennaoui ne va plus revenir du maquis avec plein de personnes. Les 8 autres, ils sont morts au maquis. Ce sont les martyrs de l'image aussi, même s'ils n'en ont pas fait malheureusement parce qu'ils étaient pris dans le feu de l'ennemi. C'est ça une révolution. C'est ça. Vous me dites que c'est important de raconter cette histoire à nos enfants. Moi, voilà, un des sujets, j'aimerais bien travailler, mais le problème c'est qu'au niveau, il faut avoir aussi les arguments, les matériaux, etc. Mais ce qu'on peut comprendre par là, c'est ce degré d'engagement. C'est valable pour tout le monde, mais je veux dire, au cas par cas, quand tu analyses, quand tu lis, quand tu vois, mais c'est des engagements entiers. Et sans calcul. Et devant ce genre d'attitude très humaine, on reste ébahi. Oui. On reste ébahi. Il faudrait, pas que le rendre hommage, mais prendre exemple de ces gens-là. Alors, on va voir avec Nabil quelques images d'archives. Il va les préparer parce qu'on a dans votre documentaire des films comme Jazaïrouna, Les Fusils de la Liberté, Yasmina, des extraits. C'est intéressant de les voir. Ce sont des films faits en pleine révolution, dans les contraintes. Est-ce que tous les films dont on parle ont été faits avant l'indépendance? Oui. C'est-à-dire de 57 à 62. Oui. Alors, ce que je disais, c'est qu'il y a eu ce... Vous parlez tout à l'heure de pensée avant-gardiste. Le GPRA, le gouvernement provisoire algérien, il y a Mohamed Yazid aussi qui a été au cœur de cette action-là, en ayant la conscience d'avoir ce qu'on appelle une base filmique de la révolution algérienne. Une commission, il fallait mettre, il fallait filmer les moudjahidines, il fallait filmer bien sûr les batailles, il fallait filmer les opérations de l'ALN. Ça c'est en 59, je crois qu'elle a été mise en place. Parce que le temps que le GPRA se construit, le ministère de l'Information et Mohamed Yazid, c'est dans son secteur. Et ils ont décidé, à l'époque, de créer une cellule, une commission. Ils ont appelé commission Images et Son. Oui. Et dans cette commission, il y avait Yahya Moussaoui, Bahidine, qui était un peu le responsable politico-technico-artistique de cette commission. Et ils ont, avec les images qui ont été réalisées par Chanderli, beaucoup, il paraît, d'après ce que j'ai reçu comme information, le plus grand nombre d'images, c'était Chanderli qui, lui, aimait beaucoup filmer aussi. Parce que Chanderli, il est un peu spécial aussi. C'est aussi un artiste à la caméra. On n'oublie pas qu'il est le neveu de Tahar Ben Hannash. Et Tahar Ben Hannash, fin de compte, c'est le premier cinéaste algérien qui a fait un film. Les Puisatiers du désert en 52. Momo déjà. Momo était comédien. Et il y avait l'autre Chanderli, je pense. Où il y avait... Momo était comédien. La musique, c'est Iger Bouchen. Et le cadre, c'était Jamaldine Chanderli, qui était jeune cadreur. Et l'oncle Khalou, qui était un ancien
cadreur et directeur de photo, etc. Et Tahar Hannache, il a fait ce film qui a été interdit pendant 2 ans. Parce que c'était le premier film fait par des techniciens et fait entièrement par des Algériens et qui ne rentre pas dans le sillage du cinéma c'est surtout exotique il montre un Algérien, de la propagande coloniale. Et il montre le personnage, un Algérien qui va plonger un puits, donc il fait un travail surhumain. Donc il valorise, fait des lectures. Il y a une histoire. Plein de lectures. Donc Jamal Eddine Chenderli, c'est celui qui a réalisé après Yasmina et les Fils de la Liberté, aidé aussi avec Hamina qui revenait de Belgrade où il avait été formé pendant, je crois, 9 mois pour la réalisation. Donc il a rejoint, je crois que c'était en 59 qu'il a rejoint. Bon. Et ce groupe-là, de Images et Son, avait décidé, en fin 59 je crois, de faire un documentaire, mais du GPRA. Donc on a le premier produit fait par l'instance algérienne, enfin l'instance politique algérienne. C'est Jazairuna. Et le premier documentaire réalisé pour la cause algérienne, c'est un autre. C'est Kifah al-Jazair. C'est de Vauti. Ah, d'accord. Et le premier court-métrage fiction, c'est Yasmina. Donc en parlant d'histoire, parce que les historiens aiment bien le premier, le deuxième, etc. Donc on a des éléments, voilà, comme dit Bdiaoui dans le documentaire, on a une vraie mémoire. On n'a pas une fausse mémoire. C'est une réelle mémoire cinématographique. Actuellement, il y a un grand problème de mémoire. De... Actuellement, il y a un grand problème de mémoire par rapport à la France, par rapport à... Moi, je pense que l'Algérie, l'Algérien, la nation algérienne est arrivée à un degré de maturité tel que on peut se permettre de revoir notre histoire, de travailler notre histoire, de travailler cette mémoire, de la réanimer. Pour que ceux qui vont venir après nous vont encore pousser plus loin le travail. Et on doit le faire. Si on ne le fait pas, et là où est le danger, c'est d'autres qui vont faire à notre place. Et donc c'est une autre forme de se mettre au-dessous de ce que doit être cette nation. Donc vous nous dites qu'il y a une superbe base du cinéma algérien. C'est une belle histoire qui a commencé mais d'une manière incroyable, authentique. On a la date de naissance. On a l'acte de naissance. On a le lieu de naissance. On a l'idée matrice. Donc c'est un cinéma d'engagement. Alors c'est un cinéma d'engagement, mais comme dit M. Bdiaoui ici dans cette émission, on disait dans plusieurs numéros de 21 Boulevard des Martyrs ou Ciné Thématique, parce qu'on le reçoit fréquemment, c'est quelqu'un qui a tellement défendu le cinéma algérien, il en parle d'une manière aussi très très intéressante, et avec le Téléciné Club de la télévision algérienne. Bien sûr, quand il venait, donc il a une façon pédagogique d'expliquer, il a une force d'analyse. Il disait que ce qui est beau dans ce cinéma, c'est que quand le cinéma est engagé d'abord, il y a une substance d'engagement, il y a une histoire, il y a une défense de cause juste, mais qui se conjugue aussi, Saïd Medaoui, avec l'esthétique, la beauté du cadre, la beauté du texte, ce qui suit. Et là, on a justement... J'appuie ce que dit. Bien sûr, parce que là, on a des œuvres esthétiques, émotionnelles. Les fusils de la liberté. Si on fait une véritable analyse esthétique, analytique, esthétique, et j'invite tous les cinéastes à travailler dessus, et on compare ce travail avec ce qui se faisait dans les années 60. Le film a été fait dans les années 60. Donc à ce moment-là, ce 16 minutes, ce moyen court-métrage de Jamal Eddine Chenderli, une bonne partie de ses plans, c'est-à-dire là où, parce qu'il travaillait, je crois, du côté de Ouatchouf et en Tunisie. Mais ce n'était pas un travail dans l'aisance. Il n'était pas dans une zone de confortabilité absolue. Non, c'est un travail de guérilla. Et là, quand on voit ces images-là, pour les esthéticiens, pour ceux qui achètent le goût de l'image, eh ben, ils n'ont qu'à voir. C'est sublime comme travail. Et vous me dites que c'est la passion qui a animé. Parce qu'on doit le comparer pas avec, si on le voit noir et blanc. De l'époque. Avec non, il faut voir les plans, enfin les images, les films qui ont été faits à ce moment-là. Et j'invite les gens
nos critiques cinéma à faire ce travail. Et vous me dites que c'est un métier qui nécessite beaucoup plus de la passion certainement, Pour moi, mais oui. beaucoup d'amour et de sincérité, Moi, de c'est véracité d'abord, avec pour la qu'on passion, arrive tu peux à... pas ne pas être sincère. C'est clair, Ah, bah voilà. c'est clair. Donc ça constitue, on en parle, mais on arrive à la fin de notre entrevue parce qu'il faut lancer le documentaire, c'est l'heure. De toute façon, tout est dit dans le documentaire et avec beaucoup d'explications, beaucoup de moments d'émotion aussi avec ces personnalités incroyables. Tout ce que je voulais dire à vous et à nos chers téléspectateurs, que ce cinéma-là, grâce à cette grande inspiration, à cette belle inspiration que le cinéma algérien, à partir du moment où on a eu notre indépendance, qu'on a eu des documentaires comme les damnés, voilà, l'aube des damnés, bien sûr, qui est inspiré bien sûr de Frantz Fanon, les damnés de la terre, qui a été porté par Rachdi et qui est un documentaire incroyable en matière d'archives, parce que voilà, c'était je ne sais pas combien de kilomètres de bandes qui ont été de films qui ont été faites par Lobodovic et tous ces gens qui ont capté non pas seulement la révolution algérienne, mais d'autres, justement, colonies en Afrique et leur combat pour la liberté, inspiré encore une fois par l'Algérie. Mohamed Lakhdar Hamina nous offre la Palme d'Or avec Chronique des années de Brest. Pardon ? Mouloud Mamri, le texte. Oui, les textes de Mouloud Mamri pour l'aube des damnés. Puis il y avait Jacques Charby qui avait concrétisé une autre idée qui est née à cette époque-là, celle de l'enfance martyrisée et dramatisée traumatisée par la guerre, une si jeune paix avec la musique de l'Inca en tout cas. Oui, c'est ça, c'est le démarrage du cinéma. Oui, on va faire une autre émission. En tout cas, il faut lancer le film, Nabil me dit, le film documentaire de Saïd Mehdaoui, les cinéastes de la liberté. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bon documentaire sur Canal Algérie. Mesdames et messieurs, vous devez rester juste après parce qu'il y aura un concert d'Ahmed Ouahabi en exclusivité sur Canal Algérie. C'est un hommage aussi, bien sûr, à ces personnes qui ont formé. Le prix de la liberté. La Chine, il y a eu d'abord les esprits aussi interdit. Quand vous avez la croix rouge, le croissant rouge, vous ne devez pas porter d'armes. déséquilibré dans les races. Vous ne connaissez pas notre cerveau. Ce n'est pas ce mot, c'est même la croix rouge qui Si nous avons le droit d'aller chez ces barbares, c'est parce que nous avons le devoir de les civiliser. Il faut non pas les traiter en égaux, mais se placer au point de vue d'une race supérieure qui conquiert. Jules Ferry. Les Arabes passent au galop de leurs chevaux, inhabiles à tous nos travaux, indifférents à nos soucis, comme s'ils allaient toujours quelque part où ils n'arriveront jamais. Leurs coutumes sont restées rudimentaires. Notre civilisation glisse sur eux sans les effleurer. Guy de Maupassant. C'est la civilisation qui marche sur la barbarie. C'est un peuple éclairé qui va trouver un peuple dans la nuit. Nous sommes les Grecs du monde. C'est à nous d'illuminer le monde. Victor Hugo. C'est avec ce genre de propos que les tenants du colonialisme qualifiaient les Algériens réduits à l'indigénat. La politique de l'État colonial a propulsé dans son sillon toute une production lyrique, littéraire et iconographique qu'on a appelée l'orientalisme. Pour justifier une guerre d'invasion dévastatrice, l'armée française, accompagnée des premiers colons, ont donné une représentation volontairement réductrice des Algériens.
La littérature coloniale est venue pour légitimer toute cette violence. Elle présenta une image très négatrice de la société algérienne en fixant les lumières sur la femme algérienne qu'elle accabla de tous les défauts de la terre. Ainsi donc, on lui présente la femme française comme un modèle dominant de l'éducation, de la correction, des mœurs raffinées, de l'humanisme. Donc c'est une littérature qui a été dominée par des fantasmes, par des préjugés, par des poncifs, par des accusations négatrices, réductrices de l'être algérien, de l'homme avec un grand H algérien, homme et femme, de son authenticité, de son nationalisme, de sa pureté. Après tout, à travers le monde, malgré les couches des civilisations et des cultures, les hommes se ressemblent tous à travers le monde. Nous sommes dans le choc colonial, c'est le choc des représentations. À partir de Maupassant, par exemple, dans ses récits de voyage, etc., il parle des Algériens, c'est les pieds noirs. Ils ont confisqué le nom d'Algérien. Ça veut dire que les autres, c'est des Arabes, c'est des indigènes. Ils sont exclus dans l'altérité. Les premiers reporters de guerre, ça a été Horace Vernet, ça a été Delacroix, surtout Horace Vernet et quelques peintres qui sont venus planter leur chevalet pour décrire des batailles humiliantes pour les Algériens. On avait l'impression dans cette espèce de folklore très imagé et très en mouvement qu'on était arrivé à faire du natif légitime de cette terre un étranger. Lorsque Camus est arrivé bien plus tard, il a raconté dans son étranger, il a raconté toute cette grande histoire qui a fait que des gens qui avaient l'air d'être ouverts comme Maupassant et même des gens comme Victor Hugo, etc., ont pris à leur compte la culture coloniale. Ces orientalistes, finalement, c'était très suspect. On a chanté l'orientalisme, mais cet orientalisme, c'était une façon de décrire un Orient de folklore, de bazar. Depuis le début de la colonisation, l'État français, après s'être accaparé les terres et les biens matériels des Algériens, s'est attelé à la confiscation de sa culture, de son passé, de son histoire et de sa mémoire. Les colons ne sont pas arrivés simplement avec des armes, avec des fusils, pour une occupation militaire, mais que parallèlement à cette occupation militaire, il y a l'occupation qu'on peut appeler l'occupation stratégique et l'occupation des cerveaux. Il y a un travail sur l'imaginaire collectif des indigènes, mais aussi et surtout pour donner par rapport aux métropolitains, pour leur dire ce qu'on est en train de faire en Algérie, c'est un travail de civilisation. D'ailleurs, la loi de 2005 est revenue sur cela. Nous sommes en train d'aider un peuple à émerger. Nous sommes en train de lui apporter la culture. Et pourquoi ? Parce que ce peuple est indigent, il n'a pas de langue, il n'a pas de religion. L'image, d'abord fixe, avant l'image animée, a fait un travail de sape extraordinaire, puisque à travers d'abord des choses tout à fait irréalistes, la femme africaine, peut-être qu'elle est dénudée, mais la femme maghrébine n'a jamais été dénudée. À chaque fois, on nous montrait une indigène qui était dans une position lascive, assez provocante. Les militaires envoyaient ces cartes postales à leur famille pour leur dire, regardez, ce ne sont que des objets sexuels en ce qui concerne les femmes, ou que ce ne sont simplement que des gens à qui on ne peut pas faire confiance, des gens louches. D'ailleurs, on le caricaturait comme si tous les Algériens avaient un nez crochu, etc. Ils étaient des gens fourbes, etc. Donc, à travers toute l'image fixe d'abord, et ensuite l'image animée, on a travaillé à introduire dans les cerveaux une certaine image, entre parenthèses là, négative, stéréotypée, dangereuse, et qui, chose encore plus grave, a commencé à s'ancrer dans l'esprit des Algériens. Et ils vont progressivement montrer ces indigènes à travers un regard qui est vicieux, qui est vicié, pour dire, regardez, vous les voyez dans la réalité quotidienne, ils ne sont pas comme nous, ils sont inférieurs à nous. Et les images tous azimuts, cartes postales, affiches, etc., ont commencé à faire ce trustage des cerveaux bien avant l'arrivée du 7e art. Et puis il y a eu le cinéma. Il y a eu le cinéma qui est arrivé en 1895
et qui s'est intéressé, avec les frères Lumière, qui s'est intéressé à l'Algérie spontanément très vite. On a eu les premières représentations à Paris en 1895, et dès les mois de février-mars 1896, on avait déjà les premiers films sur Constantine, sur Babazoun. À partir du moment où on prend un angle, un seul, et on voit traverser les gens, se mouvoir dans le champ, il y a une certaine objectivité. La subjectivité n'était pas encore possible comme plus tard lorsqu'on commence à faire du montage et qu'on choisit l'angle et on coupe là et on fait ça. Donc il y avait une liberté qui a fait qu'on a vu des Algériens, comment ils s'habillaient, comment ils se mouvaient dans la rue, et on voyait beaucoup plus d'Algériens dans les films des frères Lumière que de Pieds Noirs. Et puis un long silence, où après, avec un peu de retard, l'orientalisme pictural s'est transféré dans le cinéma. C'est comment marginaliser l'Algérien et faire de cette terre un décor, une lumière. C'est comme Fromentin, un été au Sahara, c'est vraiment la lumière. Et Renoir, même Renoir, malgré toute son ouverture, il est venu pour la lumière. Tout d'un coup, dans cette lumière, sous cette lumière, les Algériens ont disparu. Une image se fabrique, se construit, et donc elle véhicule beaucoup d'idéologies et surtout de stéréotypes. Et donc à partir de ces stéréotypes, on importait de la métropole des réalisateurs et on leur disait « allez-y, réalisez ce scénario ». Ce scénario n'était pas à destination des colons d'Algérie et encore moins des musulmans d'Algérie. Il était beaucoup plus un travail qui était prévu pour être montré aux Européens pour justifier l'injustifiable, c'est-à-dire montrer qu'il y a un travail qui est fait en faveur des gens qu'on n'est pas en train d'occuper, au contraire, on est en train de leur apporter la culture, le savoir, etc., la médecine, etc., etc. Et puis on a eu quelques films quand même aussi très racistes, comme l'Arabe rigolo. On a eu des choses comme ça, où la première fois qu'on a utilisé un Algérien, c'était pour le montrer sous les traits de la grande trilogie des croyances, de croyances coloniales, menteur, dissimulateur, rigolo, etc. Voilà. Jusqu'en 1930, ça s'est monté en puissance. Et un des films qui a été fait dans le cadre un peu du centenaire, ça a été Pépé le Moko, où on voit, alors là on a atteint le paroxysme, on voit Pépé le Moko en Jean Gabin qui arrive et qui descend la Casbah. C'était le souteneur, c'était l'homme qui a imposé la virilité française dans le propre pays, il a dévirilisé les Algériens. C'était une image très symbolique de « vous êtes colonisés, vous n'êtes plus des hommes ». Au XIXe siècle, c'était les bureaux arabes, c'était l'indigénat, c'était la loi de la cravache. Hein. Et au XXe siècle, après la Deuxième Guerre mondiale, les Algériens ont versé leur sang. Ils avaient déjà versé leur sang dans le premier conflit mondial, mais dans le deuxième conflit aussi, ils ont versé leur sang. Et à partir de là, il y a eu une prise de conscience. Lorsqu'on a versé son sang et qu'on voit ce qui se passe dans le monde, on réagit. Et c'est là que la Deuxième Guerre mondiale a été le tournant vers la lutte moderne d'émancipation. Parce que les luttes existaient avant, elles ne se sont jamais arrêtées depuis 1830. Mais c'était des insurrections traditionnelles. Les tirailleurs algériens étaient célèbres pour leur courage, pour leur grande capacité de lutte. Et ça, ce sont de très, très vieilles traditions qui ont toujours existé, qu'on a vues à l'époque de l'émir. Tous ces combattants, quand ils sont rentrés chez eux, eh bien, ils ont trouvé leur maison en ruine, parce que le 8 mai 1945 est passé par là. Il y a eu les manifestations, comme vous le savez, du 8 mai 1945, pour plaider pour l'indépendance, des défilés avec le drapeau algérien confectionné quand même de façon très artisanale par les familles. Et évidemment, la répression a été sauvage et tout à fait disproportionnée. Les massacres de Sétif et de Guelma ont renvoyé une image de gens qui massacraient des sous-hommes. La fracture, ça a été en 1945,
lorsque les Algériens se sont pris d'un rêve, nous avons contribué à libérer l'Europe du nazisme. Les pieds noirs étaient avec le gouvernement de Vichy, donc avec les nazis. Donc si nous sortons avec un drapeau pour demander la liberté, quoi de plus naturel? Mais à ce moment-là, on leur a répondu par une autre image. On ne veut pas l'image de votre drapeau. Et la liberté, notre liberté n'est pas votre liberté. Et c'est là aussi que le fossé s'est davantage creusé entre la réalité algérienne avec un peuple qui ne pouvait plus supporter la colonisation, le joug colonial, et de l'autre côté, une colonisation qui croyait qu'elle était là pour l'éternité. Là, le choc a été, c'est terminé, le fossé s'est creusé, nous sommes des Algériens, vous avez usurpé l'Algérie, le compte à rebours a commencé, le dernier quart d'heure a commencé. L'une des raisons là aussi, il faut le dire, du déclenchement, c'était de porter le problème algérien à la connaissance internationale. Comment le faire connaître sur le plan international? Il n'y avait pas moyen. Eh bien, il fallait faire du grabuge, si je puis dire. Alors, il fallait passer à l'action. Et là, on a commencé à parler. On a commencé à parler de l'action. Et le premier acte, 1er novembre, c'était l'annonce, justement, de l'événement et de son explication. Mohamed Boudiaf, qui avait été nommé coordinateur du comité qui a déclenché la révolution, s'est rendu la veille du 1er novembre au Caire avec l'appel du 1er novembre dans la poche. Soudain, ce n'était pas nous les autres, c'était les Français qui étaient devenus les autres. Le 1er novembre, on avait lancé une revue avec le professeur Mandouze qui s'appelait Conscience maghrébine, qui était une revue anticolonialiste et qui, à partir de 1954, a basculé complètement côté FLN. On était les premiers à publier les tracts du FLN. Mohamed Laïchaoui, qui avait tapé le tract à Iri Moula, est venu me voir et m'ont dit, écoute, c'est ni les uns ni les autres, mais c'est sérieux. Donc à partir de ce moment-là, pour moi, c'était clair, je savais de quel côté j'étais. Il fallait informer le monde que les Algériens en ont assez du joug colonial et qu'ils veulent absolument arracher leur indépendance. On n'est pas pour la guerre, on est pour la liberté. Maintenant, si vous nous obligez à faire la guerre, eh bien, nous allons la faire. معركة تاع الانفورماسيون احنا بدينا بالوسائل المكتوبة. مثلا في باريس كانت مجموعة من المناضلين منهم صالح الوانشي عليه رحمة الله، منهم محمد حربي، منهم شريف ساحلي، هذوم قرروا يطلعوا جريدة اسمها المقاومة الجزائرية ريزيستانس الجيريان، تخرج بالفرنسوية ان فرانس كلوندستينمون وتوزع، وهي كانت اللسان المركزي لجبهة التحرير الوطني. في تطوان كونت جريدة أخرى ريزيستانس الجيريان إديسيون بي، فيها سي محمد بوضياف عليه رحمة الله، فيها سي علي هارون، فيها محي الدين موساوي كان هو رئيس التحرير تقول. وزاد كنت في تونس l'édition C. Un événement qui n'est pas couvert par l'information, n'existe pas. À l'époque, qu'est-ce qu'il y avait comme moyen d'information? Nos moyens d'information étaient limités. À partir du moment où tout le monde était mobilisé pour le même objectif, c'est sûr que ça a mobilisé toutes les énergies et toutes les capacités d'invention, d'innovation. Boudiaf, quand il a créé Résistance algérienne, il a recruté Maïdine, il a recruté Ali Haroun, il a recruté Bouzaher. Et Ali Haroun lui dit, mais nous on n'est pas journalistes. Et l'autre a dit, tu crois que je suis journaliste? Moi, je sais qu'il faut y aller, c'est tout. Et c'était toute la même chose. Nous avons créé notre revue qui s'appelait Documents algériens. Et on était comme le bouffier, comme le petit oiseau يعني qui écrit par rapport aux médias. الأهمية تاع مؤتمر الصمام أنه نظم الثورة. La coordination générale était au CCE. هذوما قرروا
بناء على أن الخط الافتتاحي تاع ريزيستونس الجيريان A B et C ما عادش منسجم 100%، انهم يحبسوهم ويعوضوهم بلسان مركزي واحد اللي هو جريدة المجاهد. Lorsqu'il y a eu le congrès de Soumam, les révolutionnaires algériens qui menaient une lutte sur plusieurs fronts, ils ont intégré, c'était normal, dans leur lutte, le cinéma comme moyen nouveau moderne. L'image et le son, qui étaient aussi un moyen important de véhiculer le message aussi bien aux Algériens qu'aux étrangers pour leur dire voilà ce qui se passe en Algérie. L'impact du cinéma, c'est incroyable. Vous pouvez écrire des tonnes et des tonnes de textes, mais il suffit d'une image pour changer la face du monde. Depuis le congrès de la Soumam, en août 1956, l'idée du rôle des médias et du rôle de l'audiovisuel, de l'image, du son a germé dans l'esprit des chefs historiques de la révolution algérienne. Nous n'avons qu'à voir un peu le rôle joué par Sawt al-Jazair min al-Qahira, min Nador, min Tunis, Issa Msaoudi, Silamin Bichichi, qui ont joué un rôle prépondérant pour faire connaître les causes, les véritables causes de la révolution algérienne et le soulèvement de tout un peuple contre une occupation qui date depuis très longtemps. السمعي بدها شوية قبل، على بالك باللي الحصة الأولى نتاع صوت الجزائر في الجهة الغربية sur un émetteur placé sur un camion معناها كانت متنقلة، c'était le 16 décembre 1956 معناها juste après le congrès de la Soumam. Au niveau des responsables, que ce soit en Algérie ou à l'extérieur, l'idée que la guerre des images était engagée était solidement implantée. Donc tout le monde recherchait d'avoir des documents photos, des documents si possible filmés. Il fallait bien répondre quelque part à la propagande colonialiste. Il y avait ce qu'on appelle le cinéma désarmé. Les premières collectes des données ont été organisées par Boudiaf, et c'est notre ami Maïdine Moussaoui qui a été chargé le premier de faire cette collecte d'images. Et quand toute l'équipe s'est rapatriée sur Tunis avec Dahab puis avec Aban, ça a été regroupé au sein de l'équipe d'El Moujahid et du ministère de l'Information à partir de 58, quand Mohamed Yazid a repris le service du ministère de l'Information. Mais le gros problème, c'était d'avoir des images filmées. Et là, c'était difficile, parce que, évidemment, du côté français, il y avait une avalanche d'images avec les photographes de l'armée, des reporters qui étaient embarqués dans l'armée française et qui filmaient des choses. Même l'un d'entre eux, Throckmorton, a suivi des opérations de l'armée française. Et il a vu des gens assassinés directement, donc il les a filmés. Mais après quoi, c'est comme ces images avaient été diffusées en Amérique, il a été expulsé d'Algérie. On a eu, comme par hasard, 6 mois après, on a eu le sénateur Kennedy qui s'intéressait à l'Algérie, qui a dit « ce n'est pas possible que ça dure ». Donc il y a eu des films qui sont sortis au moment de l'Assemblée des Nations Unies en 1957. C'était très important que ça apparaisse à ce moment-là. Le système colonial français politique de propagande s'était fissuré. Alors les premiers films qui ont été faits, ça a été le Herb Greer et Throckmorton, et ils sont passés dans la Wilaya 5. Dans un premier temps, dans l'année 56 et 57, ce sont des cinéastes étrangers qui sont venus filmer à partir des frontières, quand on pouvait rentrer en Algérie. Le cinéma, on n'avait pas malheureusement de cinéastes. Il y avait un peu d'improvisation. On peut citer le cas de Jamel Chanderli, effectivement, qui travaillait à la radio française, et qui, à l'occasion d'un voyage
de Soustelle, du côté dans le nord constantinois, en août 56, en août 55, a assisté au bombardement au napalm de cette zone entre Emilia et Colo. C'était quelque chose de terrible, de spectaculaire. Donc, le jeune Gendarli, lorsqu'il a vu ça, il a été impressionné, il a rejoint le maquis. Voilà, c'est comme ça. Toujours en 56, c'est pour ça que c'est des années charnières. Il y avait Salah Louamchi, Fédération de France, qui recrute Jamal Gendarli, qui l'envoie avec un mot de recommandation à Tunis. Il arrive à Tunis fin 56, il y avait des remue-ménages intérieurs à ce moment-là, et il rencontre Sitar Bouderbala, qui l'introduit dans l'organisation et qui prépare avec lui son passage en Algérie. C'est à ce moment-là que Jamal Gendarli va tourner un reportage à l'intérieur de l'Algérie, dont les images sont encore vivantes. Gendarli était déjà un caméraman qui a travaillé avec notamment Tahar Ben Hennach avant la Révolution sur un film qui s'appelle Les plongeurs du désert, réalisé par Ben Hennach et interprété par Momo. Gendarli donc était très jeune quand il est monté au maquis. Il a tourné les premières images dans les maquis, pas uniquement dans les bases, mais surtout dans le maquis. Il est allé Mchamahoum, il a encouru des risques, des dangers, et il a tourné de très belles images qu'on retrouve notamment dans Jazairuna, qui est le premier long métrage. C'est un film qui a énormément servi comme document de sensibilisation. Il a rejoint le maquis dans la Wilaya 2, à l'époque, donc, dans les années 57. Il était notamment blessé, des maquisards qui l'ont soigné, et c'est à cette époque, dans la région de Sidi Bid, donc à quelques kilomètres de Constantine, où il a effectué les premières images de la résistance. On lui a demandé de faire des films sur le terrain. Sur le terrain, ce n'est pas facile, ce n'est pas un studio, le Jibel. Jamal Din Gendarli, son frère, était le représentant du FLN à New York. En quelque sorte, il réalisait, il produisait des images qu'ils envoyaient, et son frère, au niveau de l'ONU, essayait de sensibiliser certaines nations, certaines délégations étrangères sur le bien fondé de la révolution algérienne. Un personnage d'une affabilité, d'une bonhomie, un artiste réellement affable et amoureux de la caméra, amoureux du cinéma. Jamal avait, comment dire, c'était un œil. Il voyait les choses. Avec l'apport de certains cinéastes algériens et des amis proches de la révolution algérienne, des Français, des Bulgares, des Yougoslaves, des Américains, etc., qui ont pris cause et effet pour la révolution algérienne, l'idée de créer une entité cinématographique a germé et Si Mahmoud Gunnez a été l'un des initiateurs de cette première école du cinéma algérien. C'est en 1957 que j'ai pu entrer en Algérie. Il est évident qu'on ne pouvait pas entrer en Algérie avec une caméra sans avoir des contacts avec les Algériens qui se battaient. Et c'est en Tunisie qu'on a eu les contacts. Je projetais, moi, les films que j'avais tournés en France, dont Une nation, l'Algérie. Et puis, des Algériens sont venus voir les projections à Tunis. Et c'est eux qui m'ont dit ensuite, c'est vrai que tu souhaites entrer pour tourner ce qui se passe à nos côtés en Algérie. J'ai dit oui, bien sûr. Et c'est comme ça que Mahmoud Gunnez m'a introduit auprès des gens de sa wilaya, et on s'est retrouvés
je me suis retrouvé avec ma caméra au milieu de combattants algériens dans la région de Tébessa. Les premiers films qui ont été tournés, d'ailleurs, c'était l'attaque et le déraillement du train de Luanza. J'avais fait le premier film, donc le premier film national algérien, Kifa al-Jazaïr, le premier film montrant la nécessité pour les Algériens de se battre pour devenir indépendants. Tourné d'une manière complètement indépendante, c'est-à-dire que j'étais avec un groupe de combattants de la Wilaya 1. On a essayé de former des cinéastes, de former des gens à l'utilisation de l'image et du son pour s'exprimer. Le chien de la compagnie est soigneusement impacté. Ils n'ont que des mulets alors que l'armée française est complètement motorisée. Cependant, ils sont vainqueurs. Un appareil est touché et s'abat. Sur les débris des ailes, le drapeau tricolore. Jadis symbole de liberté et de fraternité, mais aujourd'hui symbole d'oppression coloniale et de génocide pour les Algériens. Je me souviens qu'un jour, on a été avec René filmer la ligne Maurice. Nous sommes montés donc sur une colline pour surplomber la ligne, filmer cela, et derrière nous, des genoux qui nous accompagnaient nous criaient comme ça pour dire arrêtez, arrêtez, où est-ce que vous allez? En fait, la colline que nous avions montée était une ligne qui était une colline qui était complètement truffée de mines. On est monté en 10 minutes pour essayer de filmer. On aurait descendu en 4 heures parce qu'ils sont venus avec des instruments pour détecter les mines, pour qu'on ne pose pas les mines. C'est-à-dire on a eu la chance Et René était de ces gens qui prenaient des risques inconsidérés quelquefois pour avoir des bonnes images. Il avait un courage extraordinaire. Il entraînait derrière lui cette volonté, ce courage, cette détermination, nous faisait qu'on le suivait, quelquefois aveuglément. Et il nous faisait prendre quelques risques. Et je n'arrête pas de lui dire, moi, à chaque fois que je le vois, que je ne le suivrai plus. Un Français, un Breton, qui déjà s'est distingué avec Afrique 50. Et il en a fait le premier film anticolonialiste, ce qui lui a valu bien sûr une condamnation. On a eu des journalistes étrangers qui ont tourné à l'extérieur de l'organisation, mais en faveur de l'Algérie. Et le premier d'entre eux, c'est certainement Vautier, qui était un militant français anticolonialiste, qui avait déjà tourné des films contre le colonialisme dans les années, soit au début des années 50, et qui a fait une série de courts-métrages, notamment L'Algérie en flammes, qui a récupéré, et des courts-métrages qu'il avait tournés aux frontières en liaison avec les gens de la Wilaya 1 qui étaient de l'autre côté, qui étaient du côté tunisien, enfin dans la zone frontalière. Les infirmières au maquis, c'est lui. Les images d'un combat, c'est lui. Le train de Luanza qui a été repris dans 40 films, c'est lui encore qui l'a fait, c'était très bien. René qui est un personnage extraordinaire, il a toujours cette expression dans la bouche en disant « Ah, j'ai encore des objectifs de caméra dans la tête ». Et il a aussi rendu énormément de services. Enfin, pour lui, ce n'est pas un service, c'est un engagement, parce qu'il est quand même représentant d'un courant progressiste à l'époque qui est très très difficile, puisque lui-même a été condamné à la prison. Mais l'assaut du camp tranché français a causé des pertes aux combattants algériens. Ils n'ont pas honte de leurs larmes. Ils haïssent cette sale guerre, mais ils savent que la paix et l'indépendance ne se conquièrent que par la lutte. Leurs frères et leurs amis ne sont pas tombés en vain. Un type comme René Vautier, il mérite une statue, mais c'est un bonhomme qui a été à nos côtés. D'ailleurs, un film, je crois, documentaire, est passé à Moscou, sur la télévision moscovite. Et certains de nos responsables n'étaient pas au courant
Donc ils ont accusé Vautier d'avoir vendu le documentaire moyennant. Il a été mis en tôle. Il est resté en tôle. Un jour, il s'est débrouillé un crayon noir, un papier, il a écrit une lettre au président Farhat Abbas, il y avait avec l'autre. Il a sauté jusqu'au siège du GPRA, il a remis la lettre où il a expliqué les balivernes, il est retourné dans sa cellule. Effectivement, on a donné ordre immédiatement de libérer ce militant sincère. Je me rappelle, j'ai vu sa lettre griffonnée avec un crayon noir, d'écolier débutant, miskin. Mais c'est ça, la révolution, elle est faite. Il n'a jamais considéré ça comme quelque chose qui touche à son amour propre, à sa dignité. Donc oui, c'est ça. On a eu des Français courageux aussi, très courageux, comme René Vautier, que j'ai connu personnellement, qui est un professionnel, qui connaît bien le métier du cinéma, il est passionné du cinéma, et qui a fait le fameux film L'Algérie en flammes, qui a fait beaucoup de bruit, parce que montrer à l'extérieur, c'est le train qui saute comme ça, les flammes, on voit qu'il y a une guerre en Algérie. Et ça, ils ont contribué avec ça. Ce film, pour aujourd'hui, ça paraît rien, mais pour l'époque, c'était un événement. C'était très important. Les armes conquises compléteront l'équipement de l'armée de libération nationale. Elles vont être utilisées dans les prochains combats contre ceux qui espéraient s'en servir pour écraser la révolte. Le gars qui m'avait aidé à tourner le premier film tunisien, Pierre Clément, qui était un très bon camarade, un très bon ami, est resté après en Tunisie. Pierre Clément, c'est un Français qui était venu occasionnellement en Tunisie pour participer aux Anneaux d'Or pour le ministre du Tourisme tunisien avec Vautier, mais il a basculé complètement du côté de la LN. Je me trouvais en 57 en Tunisie avec René Vautier. On faisait des films pour le gouvernement tunisien qui était indépendant et arrive donc le bombardement de Saket Sidi Youssef qui est quand même une attaque contre un pays qui était dans sa première ou deuxième année d'indépendance et c'est quand même une manifestation violente de l'armée française. C'est même la honte de l'armée française de bombarder comme ça un territoire indépendant. Donc c'est là où le regard d'un cinéaste se tourne vers le pays qui était l'Algérie et qui était dans sa première phase de combat pour son indépendance. J'ai vu Saket Sidi Youssef de Clément. Et bien là, je ne revenais pas. C'était un véritable bombardement. C'était des images de la guerre. Et nos frères tunisiens étaient justement bombardés parce qu'ils ont prêté aide, secours à l'Algérie. Ils ont ouvert la porte à l'Algérie. Là, j'ai compris.
J'ai connu comme un homme sérieux et très discret. C'était pas du tout quelqu'un qui cherchait à faire de la propagande autour de lui, il voulait faire son boulot simplement. Pierre Clément, que j'ai connu, qui a, je crois, disparu il y a quelque temps, qui est un homme admirable, point de vue honnêteté, rigueur et capacité aussi. C'était très intéressant pour nous de rencontrer un vrai professionnel, pour savoir comment on peut devenir le professionnel qu'il est devenu, lui, Pierre Clément. Et c'était très intéressant parce que Pierre Clément est quelqu'un de très recroquevillé sur lui, comme ça, un ours, comme ça, il parlait peu. Mais par contre, il nous a beaucoup aidés en nous expliquant, en nous montrant comment on pouvait faire du cinéma avec une caméra portée dans des conditions difficiles et des conditions tellement difficiles que lui a été jusqu'au bout puisqu'il a été blessé caméra à la main. Il était ensuite au niveau du 1er bataillon de la base de l'Est. D'ailleurs, il a été capturé à un certain moment lors d'un accrochage. Il est allé filmer à l'intérieur de la zone interdite et il a été pris. Il est entré, il a été fait prisonnier par l'armée française et il a été condamné à 10 ans de prison et il est resté pendant 4 ans et demi. C'est une histoire d'amour, mais c'est une véritable prise de conscience politique pour moi, mais en plus une prise de conscience de fraternité. Tout d'un coup, je me suis trouvé très très proche des Algériens. Je ne sais pas pourquoi. Ça s'explique parce que le cœur des Algériens s'est mis peut-être à battre et le mien, on a battu à l'unisson. Nos deux cœurs ont dû battre à l'unisson, quoi. Cécile de Cugis, qui se faisait appeler Cécile Clerval, accompagnait René Vauthier et Pierre Clément en Tunisie en vue d'un tournage. Elle décida finalement de tourner un documentaire sur les réfugiés algériens, ce qui lui a valu 2 ans d'emprisonnement et la destruction de l'unique copie du film, un court-métrage de 16 minutes, un des tout premiers films réalisés pour la cause nationale. Cécile, c'est quelqu'un qui était venu aussi à la frontière algéro-tunisienne et qui, dans la même équipe que celle qu'a rejoint Vauthier. J'avais demandé à une monteuse française de venir parce que je pensais que c'était beaucoup plus pratique pour les films à petit budget d'avoir la même personne qui prenait toutes les notes de script pendant le tournage et qui ensuite assurerait le montage du film. Donc une monteuse script. Et c'est comme ça que Cécile de Cugis est venue en Tunisie. أنا عرفت René Vauthier, عرفت Pierre Clément, René Vauthier avec 2 filles qui étaient venues avec lui engager Cécile Clerval et l'autre qui s'est mariée à Moukdad, à Outoufa, qui a fait l'accident de voiture. Et ils étaient par moi et par eux, تشوفهم في الحالة اللي كانوا فيها, يعني c'est quelque chose de touchant. Et puis, elle m'a démontré là-bas qu'il serait peut-être beaucoup plus utile qu'elle aille tourner des images sur les réfugiés algériens qui avaient traversé la frontière et qui vivaient d'une manière assez misérable. D'ailleurs, c'était le long de la frontière en attendant l'indépendance de l'Algérie, pour montrer que ces gens-là aussi avaient le droit de vivre libres chez eux, mais qu'ils avaient dû choisir un pays ami, la Tunisie, pour essayer de survivre en attendant l'indépendance. Elle a grandi en Algérie. Elle a grandi, pas en Algérie, au cœur de la révolution algérienne. L'apport des cinéastes progressistes qui ont pris cause et effet pour la révolution algérienne. Il y a eu Laboudovic, qui était un proche de Sibomidine comme chef d'état-major général par la suite. Il y a eu Petchar, un croate. Laboudovic, c'est un serbe. Des apports extraordinaires de la part de certains cinéastes. Il y avait aussi l'école, le service du